Donc, pour ma présentation, je l'ai trouvé un petit peu difficile quand j'ai lu le titre parce que dilatation du ventricule gauche dans les cardiopathies congénitales, alors il y a des choses simples qu'on va évoquer ensemble, mais jusqu'à la cardiomyopathie, c'était plus trop dans le congénital, mais on va voir que si finalement. Et donc, je vais commencer comme ma collègue par un cas clinique. C'est un jeune homme de 22 ans qui était suivi depuis l'enfance pour une CIV et il consulte, enfin, il fait son transfert dans le service adulte et il consulte parce qu'il est essoufflé à l'effort. Il pratique régulièrement de la course à pied avec des amis et il se plaint de devoir s'arrêter 3 à 4 fois au cours de ses courses habituelles et donc du coup il est inquiet, il vient consulter. Cliniquement, il a une tension artérielle normale, il a un souffle systolique de CIV, il n'a aucun signe congestif. Son électrocardiogramme montre un bloc de branche droit. Son échographie confirme qu'il y a une dilatation du ventricule gauche avec un diamètre hélidiastolique mesuré à 63 mm. On retrouve en échographie sa CIV qui est en position périmembraneuse. On voit chanter VG, VD, véloce à plus de 5 mètres par seconde. Et quand on fait l'échographie en parasternal grand axe, on voit que c'est le sinus non coronaire qui obstrue la CIV partiellement. Ce qui explique que ça reste une CIV restrictive. Donc, au vu de ce premier bilan, vous pensez d'emblée qu'il y a une indication opératoire parce que le ventricule gauche est dilaté, ou parce qu'il y a une déformation du sinus de Valsalva, ou parce qu'il y a un anévrisme du septum périmembraneux, ou il n'y a aucune indication opératoire. Cette CIV doit être fermée par voie percutanée. Donc, je vais lancer le vote. Je vous laisse voter. Alors, moi, je ne vois pas les personnes qui votent, hein. Ah si, je le vois un petit peu. Bon, j'attends encore un peu. On a eu jusqu'à 62 votants sur la présentation précédente, donc je vous encourage à vous lancer. Alors, j'invite au débat, hein, je vous le dis franchement, mais je vais vous dire pourquoi. Enfin, il y avait une réponse plus qu'une autre. Encore 5 secondes, Magali, et tu reprends la main. Ça marche. Ça marche. Tu peux clôturer le vote. Allez, ça bouge encore, mais comme quoi on n'est pas tous unanimes. Donc, en effet, chez ce patient, on aurait pu déjà parler un peu d'intervention sur le fait qu'il a une dilatation du ventricule gauche, mais pas que. C'est pour ça que je voulais vous illustrer ce cas. Mais surtout parce qu'il a une dilatation du sinus de Valsalva, enfin une déformation du sinus de Valsalva qui potentiellement peut se rompre et ça peut être une complication sévère chez ces patients. Donc, voir comment la CIV est fermée, c'est quelque chose aussi d'important. L'accès à la fermeture percutanée, c'est pas évident parce que il faut être certain qu'on va pas léser la valve aortique qui est assez proche et qui peut être aussi déstabilisée par la déformation du sinus de Valsalva qui obture la CIV périmembraneuse. Donc, les bonnes réponses, j'ai mis la déformation du sinus de Valsalva, mais si on m'avait dit ventricule gauche dilaté, je retenais. En fait, on parle de CIV innocente parce que ces petites CIV qui sont restrictives peuvent se fermer tout au long de la vie. Alors, c'est vrai qu'elles se ferment généralement très tôt dans la première année de vie, mais elles peuvent se fermer aussi à l'âge adulte. Et quand on regarde les séries chez l'adulte, il y a une petite proportion de patients, c'est-à-dire 11% d'entre eux, enfin une dizaine de pourcents, qui conservent une dilatation du ventricule gauche et qui ont une autre petite portion qui ont une limitation fonctionnelle à l'effort. Sachant que cette limitation fonctionnelle, elle peut être parfois multifactorielle. Donc, c'est pas toujours évident d'indiquer seulement sur une dilatation du VG une fermeture de la CIV. Et c'est pour ça que dans les recommandations, c'est important de confirmer que cette dilatation du VG n'est pas seulement une séquelle du remodelage ventriculaire gauche d'une CIV qui aurait débuté quand le patient était enfant,
et qui, avec le temps, le shunt a diminué par fermeture partielle de la CIV liée à un anévrisme du septum périmembraneux ou à une déformation du sinus de Valsalva. Et donc, si on veut retenir l'indication seulement sur la dilatation du VG en présence d'une petite CIV restrictive, il faut confirmer que c'est lié à un shunt significatif, et raison pour laquelle, chez l'adulte, c'est important de faire une imagerie magnétique pour mesurer un QP sur QS, par exemple, ou si vous avez un doute sur les pressions pulmonaires, d'emblée aller au cathétérisme, puisqu'on va pouvoir mesurer le rapport des débits et surtout les résistances vasculaires pulmonaires. Sinon, dans les autres cas, on peut aussi sous-estimer, chez un patient symptomatique qui a un VG légèrement dilaté, on peut sous-estimer le shunt, et c'est une petite proportion de ces patients, c'est 0 à 8%, ou c'est parce qu'il y a une lésion associée, comme une fuite aortique, qui peut être générée par déstabilisation de la valve aortique par effet Venturi, en particulier quand c'est des CIV en position périmembraneuse ou des CIV en position infundibulaire. Les risques d'insuffisance cardiaque chez l'adulte sont rares et c'est surtout de l'insuffisance cardiaque diastolique qui a été documentée avec comme hypothèse un remodelage ancien qui devient symptomatique, clinique quand le patient vieillit. Pourquoi le sinus de Valsalva c'est important? C'est pour vous illustrer un cas d'un patient qu'on suivait très régulièrement. C'est rare que les CIV, les patients soient très assidus parce que souvent ils sont asymptomatiques et c'est une lésion dite simple. Mais ce patient, lui, était suivi très régulièrement dans notre centre et l'année d'avant, il ne se plaignait de rien. Il avait quand même cette fermeture de CIV partiellement fermée par le sinus de Valsalva qui commençait à se déformer. Et en fait, il est arrivé en urgence pour une rupture de ce sinus de Valsalva avec un tableau de subo-AP qui nous a conduit à ce diagnostic et qui a justifié d'une chirurgie cardiaque pour pouvoir rétablir son état clinique. L'autre cas, c'est une patiente de 27 ans qui est asymptomatique, mais chez qui on découvre un souffle systolique. Là aussi, on trouve une dilatation de son ventricule gauche à 60 mm. En parasternal grand axe, on voit un flux aliasé sous la jonction sino-tubulaire de l'aorte, qu'on retrouve en petit axe également sous l'aorte. Et en parasternal grand axe en noir et blanc, en ciné, on remarque qu'il y a une dilatation du tronc commun avec un aspect un peu anévrismal juste à son embouchure. Donc, chez ce patient, votre diagnostic est lequel? Donc, est-ce que c'est une fistule coronaire, un canal artériel, une séquelle de maladie de Kawasaki ou une sténose d'une veine pulmonaire? Donc, je lance le vote. Oula. Pareil, je ne vois pas le nombre de votants, donc je compte sur Xavier pour me dire à quand on termine le vote. 46 votes, on va se donner encore 10 secondes et tu pourras reprendre la main. Tu peux clôturer, Magali. D'accord. Eh bien, je vous félicite parce que c'était en effet une fistule coronaire. Pourquoi? Alors, la fistule de coronaire, on la suspecte déjà parce qu'il y a une dilatation de la coronaire, ce qui peut se retrouver dans la maladie de Kawasaki, surtout chez l'enfant. Et chez l'adulte, c'est des histoires de maladie de Kawasaki très bruyantes dans l'enfance avec des anévrismes qui peuvent ne pas régresser. L'autre élément, c'est qu'on voyait donc ce flux aliasing avec un flux qui se jetait dans l'oreillette gauche et ça correspond à une fistule entre le tronc commun et l'oreillette gauche avec un aspect tortueux du trajet fistuleux. Ce n'était pas un canal artériel parce que le jet qu'on voit en petit axe se jette de l'aorte qui est à ce niveau vers l'artère pulmonaire gauche, alors que le flux qu'on voyait sur notre trajet fistuleux était plutôt à droite et vraiment pas dans le trajet des artères pulmonaires. Bon, après, quand vous avez la sonde, vous pouvez justement
cartographier ce trajet autant que possible quand c'est accessible en échographie. Et c'était pas une sténose des veines pulmonaires, puisque les veines pulmonaires en parasternal petit axe sont un peu plus bas qu'au niveau où on voyait l'embouchure de la fistule coronaire. Donc, la fistule coronaire, où elle dilate uniquement les cavités gauches, c'est quand même des fistules qui sont les moins fréquemment rencontrées. La plupart, c'est des fistules concernent la coronaire droite et se jettent surtout dans les cavités droites. Elles sont à l'origine d'une dilatation souvent des cavités droite et gauche. Et surtout, elles peuvent entraîner un vol coronaire à cause du fait que les pressions dans ces cavités sont basses et que par contre les pressions artérielles myocardiques sont plus élevées, avec chez ces patients même des symptomatologies coronaires. On peut le rencontrer moins fréquemment, mais quand même dans des fistules qui sont entre la coronaire gauche et les veines pulmonaires ou l'oreillette gauche qui sont à faible pression. Et là, dans ces fistules qui font un shunt gauche-gauche, donc entre l'aorte finalement et l'oreillette gauche ou le ventricule gauche, on aura une dilatation uniquement des cavités gauches. Donc, pour étayer notre diagnostic, on a complété notre examen par un scanner qui confirme une dilatation du tronc commun avec un aspect anévrismal. Donc, ces anévrismes sont possibles dans ces fistules et peuvent progresser avec le temps, voire se rompre et entraîner un hémopéricarde, donc c'est potentiellement compliqué. Et donc, à partir de ces résultats, de ces premiers résultats et des résultats qui vous feraient indiquer une intervention, lequel vous ferait pencher davantage pour une intervention qu'une autre? Est-ce que c'est une échographie d'effort avec des signes d'ischémie myocardique ou aucun, il faut traiter la fistule parce qu'il y a une surcharge volymique, ça se discute pas, ou faut-il faire une IRM de stress sous adénosine qui sera positive cliniquement, même si sur une imagerie, il n'y a pas de signe d'ischémie, ou s'il y a un anévrisme coronaire. Donc, je lance le vote. Tu vas pouvoir clôturer. Oui. Donc, en effet, c'était la bonne réponse, mais pas que. C'était la bonne réponse parce que quand on regarde les recommandations de l'ESC, alors ce n'est pas des recommandations qui ont été évaluées selon les méthodes qu'on retrouve dans les tableaux, avec des votes par les différents auteurs, mais c'était quand même l'indication à retenir. Pour les autres, en fait, quand on regarde les recommandations américaines, c'est un petit peu plus mitigé. Parce qu'en fait, la fermeture de ces fistules, soit elle est très facile et on peut le faire par cathétérisme ou chirurgical, soit elle est compliquée et on sait que les résultats peuvent pas être parfaits, avec des risques d'infarctus, en tout cas dans les séries rapportées. Alors, les techniques ont évolué, donc c'est peut-être des choses à mettre à jour. Donc, elles sont moins tranchées que les recommandations européennes. En tout cas, c'est vrai que la patiente avait eu une IRM de stress, pour le coup, qui était en effet positive cliniquement et négative sur l'imagerie. Et ça s'explique parce qu'il n'y a absolument pas de vasodilatation de la fistule coronaire. Et donc, forcément, on ne va pas mettre en évidence de troubles de l'ischémie. Donc, le dernier cas, c'est pour vous illustrer les cas de dilatation des cavités gauches. Donc, c'est une patiente qu'on suivait qui a 22 ans, qui était suivie pour une coarctation aortique et sténose pulmonaire depuis la naissance. Elle avait une cure de coarctation et valvuloplastie pulmonaire avec fermeture de CIA à 3 mois, une implantation d'un tube valvé carpentier à cause d'une IP mal tolérée assez rapidement après cette première chirurgie, puis une reprise à l'âge de 11 ans avec un tube Venpro valvé parce que son premier tube était devenu sténosant. Et une fois arrivée dans notre service, elle se plaignait surtout d'une hyperexstabilité. Enfin, elle ne se plaignait pas, mais la problématique qui nous concernait tous, c'était surtout une hyperexstabilité ventriculaire, avec en échographie cet aspect très trabéculé du ventricule gauche,
et le Doppler qui s'infiltrait dans ces trabéculations, qu'on retrouvait aussi en petit axe. Et donc, je vous ai mis ce cas un peu plus complexe pour illustrer l'association de cardiomyopathie avec les malformations cardiaques, parce que les cardiopathies congénitales peuvent être associées à des non-compactions du ventricule gauche et ou du ventricule droit. C'est 12% des non-compactions du ventricule gauche. Ça concerne surtout des cardiopathies congénitales du cœur droit et surtout l'Epstein dont vous a parlé tout à l'heure Olivia Domanski, qui concerne jusqu'à 15% des maladies d'Epstein, si bien que maintenant on parle plus de cardiomyopathie quand on parle d'anomalie d'Epstein que de valvulopathie de la tricuspide. Ce sont, quand les mutations génétiques sont identifiées, des mutations autosomiques dominantes qui touchent surtout les voies de signalisation Notch, mais également des mutations des gènes sarcomériques. Donc, ces patientes, il faut vraiment, quand elles ont un souhait de grossesse, bien les évaluer, mais aussi avoir un conseil génétique sur le risque de transmission chez l'enfant. Le pronostic est le même que les non-compactions VG isolées, mais aggravé par la lésion congénitale structurelle qui peut y être associée. Et dans le cas de cette patiente, c'était la valve pulmonaire qui fuyait, mais elle a aussi un risque d'hypertension du fait de sa coarctation, et donc elle a un risque d'insuffisance cardiaque aggravé dans son suivi d'adulte. Donc en conclusion, la dilatation du ventricule gauche et cardiopathie congénitale, c'est essentiellement des shunts gauche-droit post-tricuspide. Tous les shunts post-tricuspides dilatent les cavités gauches, donc il y a la communication interventriculaire, le canal artériel que je ne vous ai pas montré, mais qu'on trouve plus souvent chez l'enfant que chez l'adulte. Plus rarement les fameuses fistules gauche-droite, qui dilatent plutôt les deux cavités, mais on peut d'abord voir une dilatation des cavités gauche, et plus rarement des fenêtres aortopulmonaires qui sont souvent compliquées d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, on discute d'une fermeture si on confirme qu'il y a un hyperdébit pulmonaire et donc une élévation du volume d'éjection sur les rapports. Sinon, on a des shunts gauche-gauche. Donc, le plus classique, c'est l'insuffisance aortique résiduelle des chirurgies ou chez des patients qui ont des bicuspidies aortiques. Donc, je ne vais pas traiter de cet élément-là sur cette présentation. Mais on peut avoir également des fistules coronaires gauche-gauche ou des malformations beaucoup plus rares qu'on rencontre davantage chez l'enfant car elles sont très symptomatiques. C'est les tunnels aorto-VG. Enfin, les cardiomyopathies, c'est essentiellement la non-compaction qu'on rencontre surtout dans des cardiopathies congénitales du cœur droit, et on va traiter comme une non-compaction, c'est-à-dire s'il y a de l'insuffisance cardiaque, le risque rythmique ventriculaire et aussi le risque thromboembolique selon les recommandations de non-compaction. Il ne faut pas oublier les causes acquises parce que nos patients vieillissent, donc ils ont aussi un risque d'avoir des cardiopathies ischémiques, rythmiques ou hypertensives, car c'est des patients qui vieillissent et on a tendance à focuser sur le problème congénital et oublier qu'il faut traiter aussi le risque cardiovasculaire. Je vous remercie.